Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 39, pour notre premier sujet, nous ferons une mise à jour sur l'utilisation du CELI par les Canadiens, sa compréhension erronée et les erreurs courantes. Et ensuite, pour notre deuxième sujet, nous vous donnerons la première partie d'un guide en vue de la préparation à la retraite. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien François, et toi? Ça va très bien, merci. Dans un premier temps, aujourd'hui, on va parler des comptes libres d'impôt, les CELI. Premièrement, on va aborder la question de comment les Canadiens l'ont adopté depuis son lancement. Puis ensuite, on va aborder certaines des idées fausses et des erreurs commises en investissant dans celui-ci. Avant d'aborder les statistiques les plus récentes sur l'adoption du CELI par les Canadiens, je vais vous faire un bref récapitulatif de c'est quoi un CELI. Le CELI a été introduit par le gouvernement canadien en 2009. Ça peut surprendre certaines personnes, mais il s'agit d'un compte enregistré en vertu du Code de l'impôt, comme un REER. Il a été introduit pour encourager les Canadiens à épargner. Le principal avantage de ce type de compte est que toute la croissance de vos placements ne sera pas imposée, puis ils n'entraîneront pas aucune conséquence fiscale. C'est donc un excellent outil pour faire fructifier votre argent à l'abri de l'impôt, parce que vous ne paierez pas d'impôt sur les gains en capital, les intérêts, les dividendes que vous aurez gagnés dans ce compte. Il y a une limite de cotisation annuelle à chaque année. Pour 2022, cette limite a été fixée à 6 000 si vous n'avez pas cotisé à votre CELI au cours d'une année donnée, vos droits de cotisation inutilisés peuvent être reprises. Donc, si vous étiez un résident canadien âgé de 18 ans ou plus lorsque le CELI a été lancé en 2009, et que vous n'avez jamais cotisé à un CELI, vous auriez maintenant 81 500 $ de droits de cotisation. Mais en fait, François, il n'y a rien de mieux que pas payer de taxes. Et on sait très bien que l'être humain, s'il a le choix entre en payer et pas en payer, préfère ne pas en payer. C'est très naturel. Donc, l'effet cumulatif de ces contributions est extrêmement puissant. Fait que le 81 500 pour les clients qui ont fait ça depuis 2009, les contributions à chaque année, qui ont une vision long terme pour se servir du CELI comme compte de placement, puis non comme compte de banque ou compte d'épargne pour les urgences. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent avec des montants assez importants qui continuent de composer à l'abri de l'impôt. Fait que cette notion de l'effet de l'intérêt composé, c'est-à-dire le rendement composé dans le temps, c'est exponentiel. Et nous, quand on fait des projections de planification financière sur le très long terme pour nos clients qui sont en phase d'accumulation, même les retraités, on voit qu'en bout de vie, souvent, l'optimisation fiscale fait en fait qu'ils ont des gros comptes CELI. Ils sont projetés, d'avoir des gros comptes CELI et leur résidence principale. Fait que deux actifs qui, selon les règles fiscales actuelles, à la vente ou à la disposition, puis au décès, au deuxième décès des conjoints, s'il n'y a pas d'instance fiscale pour les bénéficiaires, les héritiers légaux. Donc, comme on dit en anglais, c'est un no-brainer pour ouvrir un compte CELI et maximiser les cotisations au plus sacré. Oui, exactement, James. Mais par contre, là, d'après les données là, de l'Agence du revenu du Canada, il semble que la plupart des détenteurs de CELI ne maximisent pas leur cotisation. Les statistiques les plus récentes de l'ARC pour l'année d'imposition 2019 soulignent que dans tous les groupes de revenus, seulement 9% des gens, des titulaires de CELI, avaient maximisé leurs droits de cotisation disponibles. Pour les Canadiens qui sont les plus riches, ceux qui gagnent 250 000 et plus, seulement environ 30% des titulaires de CELI avaient maximisé leur cotisation. Puis parmi tous les détenteurs, la juste valeur marchande moyenne du CELI par personne était de près de 23 000 et les droits de cotisation inutilisés étaient de près de 38 000 $. Pour ceux avec les plus gros revenus, là, comme j'ai dit tantôt, ceux de 250 000, qui gagnent 250 000 et plus par année, les droits de cotisation inutilisés au CELI étaient d'environ 22 000 et la juste valeur marchande moyenne du CELI était d'environ 50 000.
Je trouve ça très triste nouvelle. Il y a trop de Canadiens qui en profitent pas. Mhm. Je trouve ça décourageant. Puis c'est tellement puissant comme outil d'épargne et comme outil pour faire grandir le capital qu'on peut avoir besoin plus tard dans la vie pour subvenir à nos besoins une fois retraités. Mais si on revient au départ, quand ça a été lancé, je peux comprendre que les gens ne se sont pas trop embarqués. Ah, il y a une limite de 5 000. Je peux pas. Oui, c'est ça. Tu sais, ça peut paraître anodin, là, mais tu sais, pour des gens qui sont assez fortunés, à 5 000, c'est plus de trouble que d'autres choses d'ouvrir un compte. C'est dit. Et avec des droits de cotisation à l'époque, c'était 5 000 $. Ils ont augmenté ça à 5 500. Comme tu as Mhm. dit, ils sont, je pense, Harper, quand il était premier ministre sa dernière année en 2015, ils ont augmenté ça à 10 000. Puis après, Trudeau, ils sont revenus à 5 500. Puis ils ont rajusté à 6 000. Là, ça continue pour cette année à 6 000 mais à 81 500 de droits de cotisation, là, ça devrait être une priorité. Encore une fois, c'est pas facile, il n'y a pas de déduction fiscale, puis c'est des dollars après impôt qu'il faut prendre, puis si on a d'autres priorités, mais vraiment, on devrait vraiment songer à prioriser le CELI. Oui, je pense effectivement que ça devrait être une priorité, James. Puis je pense que ça pourrait être facile pour les particuliers, surtout ceux qui se situent dans une tranche d'imposition plus élevée, là. Je pense à quelqu'un qui gagne 150 000 et plus, puis qui fait des contributions à son REER, ben, le remboursement d'impôt sur cette contribution-là, un REER, pourrait servir à faire la contribution CELI. Puis pas juste sa contribution CELI personnelle, mais il pourrait même utiliser cet argent-là pour faire une contribution au CELI de son conjoint, sa conjointe, là. Effectivement, c'est une bonne idée. Vous pouvez donner de l'argent à votre époux ou conjoint de fait afin que lui ou elle puisse cotiser à leur CELI. Fait que c'est un excellent moyen de faire du fractionnement de revenus et les règles d'attribution de la loi de l'impôt ne s'appliqueraient pas. Donc, le montant contribué et tout le montant gagné, les revenus, les intérêts, dividendes, gains en capital sur les contributions ne seront pas réattribués au conjoint qui est imposé au taux plus élevé. Donc, encore une fois, c'est un excellent outil de planification, de fractionnement d'impôts entre les deux conjoints. Oui, tout à fait. Puis l'autre chose que je voulais discuter à propos du CELI, c'est les idées fausses à leur sujet, les erreurs que commettent les investisseurs lorsqu'ils investissent dans un CELI. Pour moi, la première idée fausse vient probablement de son nom. Je demande si l'appeler un compte d'épargne libre d'impôt était une bonne idée, là. Je pense que le mot épargne est ce qui me dérange ici, là. Ça peut être appelé différemment, comme je sais pas moi, compte de retraite libre d'impôt ou compte d'accumulation de patrimoine libre d'impôt. Ceci dit, je pense que le nom actuel donne aux gens une mauvaise perception du compte. Je pense que ça donne l'idée que c'est peut-être plus pour les non-initiés, là, que c'est un compte chèque ou d'épargne ordinaire qu'on a dans notre succursale bancaire. Sur ce point, je ne pense pas que les banques aident à démystifier ça. Elles font souvent la promotion du CELI comme d'un excellent outil pour épargner pour des objectifs à court et à moyen terme, comme des vacances, un gros achat à venir ou pour un fonds d'urgence. Mon opinion là-dessus, puis ce que je conseillerais, c'est aux gens de ne pas utiliser le CELI pour ces objectifs-là à court terme. Je pense qu'il serait plus sage d'utiliser le CELI pour des objectifs à plus long terme et de laisser de l'argent fructifier à l'abri de l'impôt au fil du temps pour profiter de la puissance de la croissance composée. Tu l'as mentionné un peu plus tôt, James. Puis si vous investissez pour des objectifs à court terme, vous devriez plutôt, ce qu'on veut faire habituellement pour des objectifs à court terme, c'est de protéger notre capital. Puis en ce faisant, on trouve des instruments financiers qui ne vont pas générer beaucoup de rendement, puis certainement pas des rendements suffisamment élevés pour utiliser votre espace CELI. En fait, juste ce matin, j'ai vécu l'expérience avec un client qui a un compte important avec nous. C'est la gestion de ses comptes d'affaires, de RIR, conjoint, compte taxable, etc. Mais il avait décidé de garder ses CELI à la banque parce que la perception, c'était que c'est un compte d'épargne. Fait que là, on fait son bilan parce qu'on a une revue annuelle, ça fait partie de notre processus
professionnel, on fait le bilan. C'est comme le médecin de famille qui fait faire un test sanguin pour voir l'état de santé de son patient. Fait que là, on regarde le CELI, puis ils ont fait des contributions depuis le début, 81 500, puis ils ont 92 000 d'accumulés, lui et elle. Puis là, on regarde ça, ben voyons donc, depuis 2009, on a juste dit « Ah, mais ça a toujours été en épargne, puis les taux d'intérêt, c'était pas élevé. » Puis je dis « Si on avait investi dans un compte balancé, 60-40, 60% en actions, à la fin du 31 décembre, le compte typique devrait avoir un peu plus de 25 000, presque 130 000 accumulés. Fait que imaginez, deux conjoints, on est presque 250 000 d'accumulés qui, maintenant, va composer pour les 20 ou 30 prochaines années à la retraite à l'abri de l'impôt parce qu'on va peut-être prioriser faire des retraites, des comptes taxables ou des comptes fer. Donc, c'est vraiment puissant quand on projette un taux de rendement sur 20 et 30 années, c'est l'effet exponentiel. Ceci dit, pour ceux qui prévoient toujours s'en servir avec des placements plus sécurs, dans l'environnement actuel où les taux d'intérêt ont beaucoup monté, François, tu peux confirmer que maintenant, sur les dépôts à terme, 3 ans, on peut aller chercher dans certaines institutions des taux. On n'est pas loin de 4 % là. C'est ce qui est beaucoup, beaucoup mieux, là. Fait que ça, c'est une nette amélioration de ce que c'était il y a juste à peine 1 an, 18 mois. Mais n'empêche, quand on a l'opportunité sur le très long terme de composer, puis si on met une composante en action qui va aller chercher la croissance plus élevée, ça devient très, très puissant comme outil d'épargne. Oui, sur 20, 30 ans, comme tu as mentionné, là, ça fructifie là, beaucoup plus vite. L'autre erreur que commettent les investisseurs, James, en investissant dans leur CELI, c'est une erreur qu'ils achètent il y en a qui achètent des investissements qui sont très spéculatifs dans l'espoir de faire d'avoir des rendements extraordinaires et d'éviter de payer de l'impôt sur ces gains-là. Cependant, les probabilités là, que ça se produise est très faible et la probabilité de perdre de l'argent, voire la totalité de l'argent est beaucoup plus élevée. Le problème que je vois avec ça, il est double. Premièrement, la perte dans votre CELI est irrécupérable, contrairement à un compte imposable où votre perte en capital peut être utilisée pour compenser pour des gains en capital. Dans le CELI, cette perte ne peut pas être utilisée pour compenser quoi que ce soit. C'est une perte qui est permanente. Deuxièmement, le prochain problème que je vois, c'est que lorsque vous perdez de l'argent dans votre CELI avec un pari spéculatif, disons que vous avez utilisé 6 000 $ en 2021 pour acheter un penny stock là, et que cette compagnie-là fait faillite, eh bien, vous venez de perdre de façon définitive 6 000 $ d'espace de contribution à votre CELI. On parle souvent, François, dans notre podcast, d'avoir le mindset, l'esprit d'investisseur long terme. Et encore une fois, ça souligne à quel point c'est important d'éviter à tout prix la dilapidation de capital. C'est encore plus important quand on fait nos projections financières à long terme. Le CELI, là, ça devient un très, très, très gros chiffre. Puis je vais donner pour nos auditeurs un simple exemple. Si on investit aujourd'hui le 81 500, on n'a jamais fait de contribution, puis qu'on ajoute notre 6 000 $ chaque année, puis le gouvernement n'augmente jamais le droit de cotisation autre que 6 000 $ par année. Puis si on fait l'hypothèse d'un rendement de 7 % sur 25 ans, bon, dans 7 % là, on a pas mal plus d'argent investi en actions, donc des placements volatiles, que des placements rendement fixe sécure. Ça va totaliser 791 000. Alors, on peut se débattre sur le 7 %. Oui, dans l'environnement actuel, récemment, on a publié un podcast sur les rendements espérés. C'est plus bas à cause qu'on vient de finir une grosse décennie qui a terminé au 31 décembre 2021. Mais nonobstant ça, la personne, dans 25 ans, aurait contribué 225 500, mais la valeur du compte aurait 791 000. Donc, on aurait 570 000 et quelques dollars de gains libres d'impôts. C'est super puissant. Puis si on pense à faire ça entre les deux conjoints, c'est vraiment puissant pour aider à subvenir à nos besoins à la retraite. Pour un couple, là, 791 000 x 2, tu es au-dessus de 1,5 million là, à 2 libres d'impôts. C'est quand même beaucoup d'argent.
Il y a une autre erreur courante, James, que je veux souligner. Les investisseurs dans un CELI doivent faire attention au nombre d'opérations qu'ils effectuent dans leur compte, parce que si vous faites trop de transactions, ben, l'ARC pourrait considérer que vous avez des activités d'opération qui constituent une entreprise. Et en vertu des règles fiscales, les opérations sur le CELI sont considérées comme une exploitation. Si des opérations dans votre CELI sont considérées comme une exploitation d'une entreprise, vous pourriez être assujetti à l'impôt sur le revenu d'une entreprise. Ben ça, on rentre dans une situation qui est très, très rare, mais le gouvernement, l'ARC ou le ministre des Finances, ils ont annoncé qu'ils vont enquêter sur les compteries RICELI qui ont des soldes faramineux. C'est sûr que moi, je ne vois pas l'utilité au niveau des compteries parce que quelqu'un qui a fait un gros gain dans son RIR n'est pas très heureux parce qu'il a converti un gain en capital qui serait autrement imposé à 50%, un gain qui va être imposé à 100%. Mais dans les comptes CELI, ça va être complètement libre d'impôt. Alors, c'est sûr que si quelqu'un passe son temps à gérer ses placements, ça devient en effet son boulot. Ben, on peut réputer à ce que ce soit une entreprise ou une activité d'entreprise et non une activité de placement. Donc, c'est très, très technique. Puis j'imagine que ça va être très rare. Le gouvernement va devoir vraiment faire un... Pas qu'ils montrent des preuves, là. Qui montrent les preuves puis qui défendent le dossier, mais quand ils le font, les facteurs qu'ils vont souligner, c'est la fréquence des transactions, la durée de détention du placement, l'intention d'acquérir les titres pour les revendre avec profit, la nature et la quantité des titres et le temps consacré à l'activité. Fait qu'encore une fois, c'est très technique, mais c'est une erreur à éviter et à considérer. Excellent. Donc, merci James. Ça résume ce que je voulais dire sur les CELI aujourd'hui. Dans notre prochain balado, on va aborder la question des CELI et les questions fiscales au décès. Donc, pour notre prochain sujet aujourd'hui, notre sujet principal, on va couvrir le guide de la nouvelle retraite pour les pré-retraités. Nous allons couvrir ce sujet dans deux épisodes, 2 podcasts. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va couvrir le sujet des aspects psychologiques de la planification de la retraite et dans le prochain podcast, on va couvrir les aspects financiers. Donc, James, qu'est-ce que nos auditeurs devraient savoir sur la meilleure façon de se préparer en vue de la retraite? À toi, James. Eh bien, merci François. Écoute, c'est un sujet que nous voulions aborder depuis longtemps sur notre podcast. Les gens passent de nombreuses années à épargner et à planifier leur retraite, mais à mesure qu'ils s'y rapprochent de la retraite, ben, il y a beaucoup d'émotions autour de « je peux m'attendre à quoi dans cette nouvelle étape de ma vie ». Pour ma part, après plus de 25 ans en tant que conseiller aidant les clients à planifier leur retraite, puis en les regardant passer à cette transition à la retraite et puis vivre plusieurs années par après, je peux dire à nos auditeurs que chaque situation client est différente, puis les solutions qu'ils ont besoin ou les éléments de planification sont différents. Mais les peurs, les préoccupations, que ce soit à la fois financières ou psychologiques, il y a beaucoup de similarités entre les clients. James, j'ai mentionné en introduction le terme la nouvelle retraite. Peux-tu expliquer aux auditeurs ce que ça veut dire? Oui, j'ai trouvé un sondage de la grande firme financière américaine Edward Jones avec une société de consultation qui s'appelle AgeWave et le rapport est intitulé en anglais Four Pillars of the New Retirement. Donc en français, on traduit les 4 piliers de la nouvelle retraite. Ils ont publié ça en juin 2021. En fait, c'est une mise à jour d'une étude, d'un sondage qu'ils avaient publié précédemment. Et ça, on parle de juin 2021. Donc, on a les effets de la pandémie qui sont inclus dans ce sondage. Bon, ils indiquent que la majorité des retraités décrivent cette étape de la vie comme un nouveau chapitre de ma vie. Puis, bon, qu'est-ce qui rend la retraite d'aujourd'hui nouvelle? Ben, en fait, c'est la taille massive de la génération des boomers, les baby boomers qui arrivent à la retraite. Puis on sait, ils ont tout changé à chaque étape de leur vie. Fait que là, ils font la même chose avec la retraite. Ce sont vraiment leurs attitudes et leurs aspirations. Les boomers bénéficient de plus d'opportunités, ils ont plus de choix que n'importe quelle génération précédente.
pour façonner une retraite en fonction de leurs besoins puis de leurs attentes. Oui, c'est vrai qu'il faut dire là, dans notre société, si on fait des recherches au niveau de la définition de la retraite, qui est assez difficile de trouver une connotation, si je peux dire, positive sur la retraite. Là. Et c'est tout à fait juste, François. Il y a un auteur qui s'appelle Reed Stone. En fait, il est co-auteur du livre, encore c'est un Américain, The Retirement Challenges, a Non-Financial Guide from Top Retirement Experts. Et puis, lui, il a publié un article récemment, justement, où il parle de l'image négative entourant le mot la retraite. Puis, il dit dans son article que la retraite implique une conclusion, ne plus contribuer, votre meilleur est derrière vous, il n'y a rien à espérer, puis ne pas être actif et engagé dans la vie, puis être seul. Fait que, non, c'est très négatif. Il commente également qu'il y a beaucoup d'agisme dans ses perceptions. Et il dit et simplement par votre âge, les messages de la société indiquent que vous êtes fini. Il poursuit la vie actuelle et l'avenir de la plupart des retraités n'accordent mais pas aucunement avec ses définitions et ses mots. Bon, effectivement, si on pense à la façon dont la retraite a été publicisée, là, puis aux messages qu'on a reçus tout au long de notre vie, là, ces messages peuvent avoir un impact puissant sur la façon dont on perçoit la retraite. La retraite est pour la plupart des gens le plus grand objectif financier de leur vie, il faut le mentionner. C'est pourquoi, François, il est si courant de se concentrer uniquement sur l'aspect financier de la planification de la retraite. Nous, comme conseillers financiers, de plus en plus, en fait, il faut aborder les questions non financières dans la préparation et dans les conseils et la façon qu'on guide nos clients. Donc, préparer sa retraite, c'est bien plus que faire des économies. Les gens vivent plus longtemps, ils travaillent plus longtemps, puis ils envisagent des retraites qui peuvent s'étaler sur 30, voire même 40 ans. Ben, c'est justement là qu'entre en jeu le terme la nouvelle retraite, qui est d'adopter une approche différente à la retraite. Un commentaire, François, qu'on entend souvent de la part de nos nouveaux clients retraités, c'est « Bon, personne ne m'a averti comment ça pourrait être difficile psychologiquement de se mettre à consommer ou à dépenser l'argent qu'on a accumulé. » Et s'adapter à ce changement, c'est incroyablement difficile sur le plan mental. Ça déclenche une réaction de peur. Ça nous amène donc à l'importance de réfléchir à la façon dont on veut vivre à la retraite. Mais il faut le faire bien avant. Il faut pas en arrivant à la retraite dire ben, qu'est-ce que j'aimerais faire avec ma vie, là? Oui, ça va bien au-delà de la modélisation financière traditionnelle de la retraite, où est-ce qu'on aborde des questions classiques comme aurez-vous assez d'argent, puis est-ce que vous risquez d'en manquer? Là? Oui. Donc, encore une fois, selon le sondage, les 4 piliers de la nouvelle retraite, la plupart des pré-retraités ne réfléchissent pas de manière exhaustive à ces dimensions non financières. Il y a un écart entre ce que les retraités disent être important, donc une fois qu'ils sont retraités, et ce à quoi les pré-retraités ont beaucoup pensé. Fait que cet écart-là, il faut travailler là-dessus, il faut agir, il faut penser autrement. Là. OK, mais qu'est-ce que nos auditeurs doivent faire? Est-ce qu'il En fait, on revient sur l'auteur Robert Reed. Lui, il recommande qu'on crée d'abord une vision de ce à quoi on veut que notre retraite ressemble. Donc, après qu'on est clair sur la vision, ben, on peut s'attarder aux questions d'argent, aux questions de portefeuille qui peuvent être mises à contribution pour donner effet à cette vision de vie à la retraite. Donc, les questions de combien on va avoir besoin, pour quand, pour combien de temps, sont déterminées d'abord en créant une vision qu'on veut pour la retraite? Exactement. Nous sommes maintenant prêts à répondre aux questions financières telles que de combien d'argent allez-vous avoir besoin. Cela implique déterminer une estimation du coût de la vie du retraité. Puis ça, c'est l'élément sur lequel les retraités ont beaucoup de contrôle, beaucoup de choix. Et dans les projections financières, c'est très important. Fait que si on n'a pas fait le travail de planifier sa vision, puis vraiment faire ses devoirs, puis ses réflexions, on va mettre un chiffre qui est peut-être pas bon ou qui ne serait pas réaliste.
En fait, l'approche idéale, c'est de tenter de commencer à vivre un peu comme si on était à la retraite, mais avant qu'on soit rendu là. Si vous pouvez vivre un style de vie qui vous offre un équilibre travail-vie personnelle, le balance, là, la qualité de vie, le balance travail-vie familiale que vous voulez avoir. Et c'est souvent les gens qui travaillent dans le secteur public, ils ont l'avantage de prendre des congés sabbatiques. Puis dans le privé, on ne voit vraiment pas ça. En tout cas, ça existe, je suis sûr, mais c'est très rare. Mais de prendre un sabbatique, ça peut nous donner un avant-goût de comment les choses vont se dérouler plus tard à la pleine retraite. Donc, ça représente vraiment un travail de fond sur soi-même, mais ça va avoir un impact majeur sur le plan de décaissement des portefeuilles. Effectivement, sa durabilité, c'est-à-dire je vais-tu manquer d'argent ou pas. Fait qu'un bon conseiller, ça fait partie de ses fonctions de base dans la planification financière, pourra exécuter des projections financières basées sur différents scénarios. Fait que cette modélisation, nous, on fait ça à l'écran maintenant en mode vidéoconférence avec nos clients. Fait que, OK, on veut changer, veut dépenser 8 000 par mois ou 15 000 ou 4 000. Mais si je dépensais 5, qu'est-ce que ça donnerait? Puis si des événements surviennent à telle et telle date. Fait que nous, on est capable de faire des choses incroyablement détaillées, basées sur plusieurs scénarios, mais il faut que le client ait fait une réflexion en profondeur sur ces éléments-là. Mm-hmm. Donc, le prochain point, c'est quand prendre sa retraite. Encore une fois, souvent, la décision de prendre sa retraite, les gens se fixent dans la tête un chiffre prédéterminé. Ah, ben j'ai besoin d'accumuler tel capital ou j'ai tant d'années de service dans mon régime de retraite à prestation définie avec mon employeur. Puis, je veux que mon portefeuille, vraiment, il faut qu'il atteigne un chiffre magique de X milliers ou millions de dollars. Donc, tout ceci, c'est une réflexion qui est importante, mais il faut revenir à définir le non financier, la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment est-ce qu'on veut faire les choses? Oui, effectivement, si on utilise juste ces chiffres-là, James, que ce soit la taille du portefeuille, l'âge, la date de retraite, c'est pas nécessairement faux, mais c'est juste des chiffres, puis c'est incomplet. Il faut aller plus loin que ça. Tout à fait. Fait que l'autre point non financier qu'il faut considérer, c'est que vais-je faire pour rester en bonne santé physique et mentale? Puis c'est pas à la retraite qu'on dit « Ah, je vais me mettre à faire de l'exercice ou je vais aller chez le dentiste, je vais m'occuper. » Puis moi, j'utilise dentiste parce que c'est un exemple. On voit les clients arriver « Ah, j'ai 77 ans, puis là, j'ai une facture de 43 000 de traitement spécialisé chez des spécialistes en parodontie ou toute autre chose. Fait que faut vraiment avoir une réflexion en profondeur pour penser qu'on peut vivre très longtemps et comment est-ce qu'on va rester en santé. Donc, le sondage, les 4 piliers de la nouvelle retraite conclut ce qui suit. La grande majorité des retraités disent qu'en plus d'épargner pour la retraite, il est important de réfléchir à ce qu'ils feront pour rester en bonne santé, où ils devraient vivre, comment ils maintiendront ou amélioreront les relations familiales et les activités qui leur donneront un sens à leur vie. Puis ces derniers éléments sont très, très importants. La qualité de vie, là, les relations interpersonnelles, nos amis, nos enfants, et d'avoir des relations en profondeur et puis de qualité, c'est hyper, hyper important. Fait donc, quelque chose à retenir pour nos auditeurs ici, là, c'est avez-vous réfléchi aux dimensions non financières de la retraite? Là? Tout à fait. Et maintenant, j'aimerais partager avec nos auditeurs les propos d'un spécialiste sur la retraite qui lui-même a pris sa retraite. Et puis, je suis tombé sur un article dans le Wall Street Journal et qui a été écrit par le Dr. David Eckhart, je crois que c'est au mois d'octobre en 2021. Et l'article s'est intitulé « J'ai passé 44 ans à étudier la retraite, puis j'ai pris ma retraite ». Le professeur Eckhart est un ancien professeur de sociologie et de géontologie à l'Université du Kansas. Je citerai une ligne de son article. En fait, je l'ai traduit de l'anglais. « Je suis maintenant à la retraite depuis 1 an et demi et si quelqu'un aurait dû savoir à quoi s'attendre dans cette nouvelle étape de la vie, c'est bien moi. Au travers de sondages
et d'entrevues dans ma carrière, j'ai exploré comment les hommes et les femmes se préparent, entrent et ensuite s'adaptent à la retraite. Il poursuit dans son article en soulignant plusieurs aspects, parmi lesquels certains auxquels il s'était attendu, et alors qu'il y avait beaucoup d'autres aspects qui, c'était une grande surprise pour lui, il s'y attendait pas. Donc, je vais commencer avec les éléments attendus par le Dr. Eckhart. Fait que, premièrement, c'est la notion de l'importance de développer une routine quotidienne. Donc, pour lui, il dit, oui, une routine quotidienne a été utile tout en maintenant des heures de détente dans cette routine. Donc, si la marche quotidienne commence un peu plus tard ou que les mots croisés prennent plus de temps, qu'il en soit ainsi. Donc, il faut aller motivement, il faut rester calme. Oui, Zen. ça prend une routine, mais il ne faut pas être rigide non plus. Ensuite, il parle de développer, en anglais, on appelle ça des elevator speech. Pendant n'importe quel cours de vente et de marketing, on veut vendre nos services, on veut expliquer ce qu'on fait. Ben, le elevator speech, c'est comme un discours dans l'ascenseur, on croise quelqu'un, puis « Hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis tu as 2 minutes pour lui dire à peine qu'est-ce que tu fais, puis il faut que le message soit clair. Fait que lui, il dit que c'est très important de développer son petit discours d'ascenseur. Puis ses propos sont tels que suit. Comme prévu, j'ai également été confronté à des questions amicales sur mon nouveau statut, sur la façon dont je vais et ce que je fais. J'ai dû concevoir un récit de moi-même que je trouvais attrayant, même s'il ne raconte pas tout. Donc, vous êtes à la retraite, monsieur Dr. Eckhart? Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites? Aimez-vous ça, la retraite? Êtes-vous occupé? Fait que nos retraités ont tout ce genre de questions-là. Puis c'est normal, mais il faut avoir son discours prêt. Et ce discours-là devrait être aussi motivateur pour dire « Hey, je suis vraiment heureux, puis voici ma vision, puis voici ce que pourquoi je suis engagé. Ça résonne pas mal avec moi, ce dernier point-là, parce que, ça, comme tu dis, ça parle de notre engagement, ça parle de notre confort, notre acceptation de notre nouvelle réalité de retraité, puis qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie à l'avenir. Là. Ensuite, il parle des questions inévitables sur où prendre sa retraite. Donc, est-ce que je vais déménager? Fait que, on voit ça souvent avec les clients. Il y en a qui gardent ça simple. J'ai un pied à terre en ville, j'ai un chalet dans la campagne ou au bord du lac. Puis, puis à l'extrême, on a une 3e résidence en Floride. C'est sûr, on en a parlé déjà dans d'autres podcasts. C'est pas très efficace d'être propriétaire de 3 propriétés. L'utilisation qu'on fait, c'est jamais optimal et ça coûte cher. Mais la notion de où prendre sa retraite, on va être plus près de nos enfants. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, mais ils vont être plus près des amis. Il y en a qui veulent les deux. Je vais être plus près de mes amis, je vais être plus près de mes enfants, de mes petits-enfants. Et je veux jouer un rôle dans leur vie. Donc, c'est une question. Ils s'attendaient à ça. Lui et sa conjointe qui ont réfléchi là-dessus. Oui, pour des gens moins fortunés que certains de nos clients, James, la question, c'est que oui, ils veulent vendre leur maison, de se rapprocher de la famille, mais il y a aussi besoin de l'équité, si on veut, ou de la valeur de leur maison pour subventionner ou pour soutenir leur mode de vie à la retraite. Là. En fait, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, on le sait. Et surtout, les gens, aujourd'hui, avec la flambée des maisons, ils se retrouvent même. J'aurais jamais pensé que ma maison valait autant. Je la vends, c'est une résidence principale, donc le gain, tout libre d'impôt. Puis c'est un concept sur lequel on s'attarde souvent. On a de l'argent dans les RIER ou des fonds de pension, c'est de dollars à 20 impôts. On a de l'argent dans des compagnies de gestion, c'est de dollars à 20 impôts. Puis là, dans le panier du milieu, on a le CELI. Puis souvent, on retrouve, hey, j'ai pas grand-chose là. Mais là, si on vend notre maison, mais si on vend, par exemple, la maison à 800 000 ou 1 million, c'est net des dépenses de vente, c'est vraiment libre d'impôt. Mais ça, je dis, hey, j'ai 1 million d'accumulé dans mon RIER, c'est pas la même affaire. Le million dans le compte taxable vaut presque 2 fois plus que l'autre. Parce que, fait que là, les gens se disent, hey, j'ai 1 million, c'est formidable, mais là, il faut que j'aille m'acheter autre chose. Puis souvent, si on veut acheter, je vais aller visiter des beaux condos, là, je regarde, hey, ça va me coûter quasiment aussi cher que de vendre ma maison. Fait que là, ça peut forcer les gens à penser à déménager. C'est pas quelque chose qu'on voit peut-être encore beaucoup ici au Québec, mais il y a ailleurs dans les régions où c'est très dispendieux du Canada, exemple Toronto, puis
puis Vancouver, les gens se déplacent vers des banlieues comme Kelowna. C'est pas à côté, Kelowna, de Vancouver pour se rendre en auto. Et Toronto, les gens vont aller vers des banlieues pas mal plus éloignées, Stratford, Kitchener-Waterloo, fait qu'ils vont se déplacer pas mal. Fait qu'on voit ça beaucoup. Ensuite, ce à quoi il s'attendait, pour qu'on continue, c'est penser à votre relation avec votre conjoint ou conjointe. Bon, là, je vais partager avec nos auditeurs la blague classique. Ah ben, je l'ai épousé pour le meilleur ou pour le pire, mais pas pour le lunch. Puis, donc, moi, j'ai vu cette citation-là dans une caricature il y a plus de 20 ans dans une revue financière américaine. Mais en fait, avant le podcast, j'ai googlé l'expression, puis j'étais super impressionné. Il y a toutes sortes. Elle existe depuis les années 60. Donc, je ne sais pas c'est qui l'auteur. Mais moi, je m'en suis servi en clientèle depuis très longtemps. Puis cette blague, elle est très utile parce que c'est une belle entrée en matière pour démarrer la conversation avec les couples sur les ajustements inévitables. Parce qu'on prend un exemple stéréotypique que monsieur a été le gagne-pain de la famille, il a travaillé, madame était la ménagère, fait que monsieur, il ne travaille plus. Là, il tombe à retraite, il n'y a plus personne à gérer, mais il essaie de gérer sa femme. Fait que là, le bisbille pogne. Fait que j'ai déjà même vu ça dans certaines relations de couple. Il y en a une qui m'a appelé après 6 mois de retraite. Peux-tu y trouver une job, ça presse, là? C'est pas mon domaine de trouver des jobs. Je t'ai souvent entendu dire cette blague-là, James. Mais c'est important de briser la glace pour avoir la conversation. Il faut s'attendre à ce que c'est un ajustement de passer beaucoup plus de temps. Puis c'est encore drôle. Je suis toujours surpris des réactions. J'ai des clients qui ont été cadres, qui ont voyagé des millions de kilomètres en voyage d'affaires. Puis finalement, ils se retrouvent à la maison avec sa conjointe. Puis là, ils s'entendent tellement bien que ça va bien. Mais tu sais, ils ont passé pas mal de temps avant la retraite qu'ils n'étaient pas ensemble. Fait que chaque situation est différente. Donc, maintenant, regardons les points que le Dr. Eckert a dit qui sont pas mal, qui étaient inattendus pour lui. Mais la première, c'est bien de base, là. C'est le soutien technologique au travail. Fait que lui, il s'est retrouvé tout seul. Son PC, il a flanché, puis il a dit « Hey, je fais quoi, là? » Fait que lui, il dit il y a une bien meilleure appréciation. Fait que c'est important pour les gens de penser à se créer des comptes infonuagiques pour la conservation d'ordonnées, les logiciels pour la gestion du malware et des virus. Il faut tout faire ça, puis d'avoir un contact pour se faire aider au niveau des problèmes qu'on pourrait avoir. Bon, ça, plus de base. Le deuxième point, c'est la gestion de son temps. Il ne s'attendait pas à ça, lui. Puis ça, c'est pas mal plus complexe comme concept. Mais là, on sait que les retraités, là, d'après l'étude de sondage qu'on a cité tantôt, les retraités rapportent massivement que l'attrait principal de la retraite est la liberté des obligations quotidiennes. Donc ça, c'est wow, là, j'ai plus d'obligations comme j'avais avant. Fait qu'ils n'ont plus d'horaire à suivre. Mon temps m'appartient, c'est des expressions qu'on entend là en clientèle. Fait que mes clients partagent leurs sentiments sur le fait de devoir être farouchement protecteurs vis-à-vis les engagements qu'ils prennent. Puis le docteur Eckert appuie ça. Il a vécu ça, lui, en tombant à la retraite. Et puis ses réflexions sont les suivantes. Et il y a une méfiance des retraités à l'égard de s'engager dans des activités qui vont compromettre leur temps libre. D'un autre côté, je protège mes options. Après des années d'avoir un horaire chargé entre le travail et la famille, je vois maintenant clairement pourquoi les retraités hésitent à s'engager. Je vis donc avec cette ambiguïté déconcertante. La pression auto-imposée du travail élevé, même si je me sens coupable de flâner. C'est très important, c'est que il faut vraiment penser que si il donne l'exemple, je veux me porter volontaire pour travailler pour le jardin botanique local, mais même s'il adore faire ça, puis c'est une activité qu'il aimerait faire, il n'est pas prêt à dire il faut que je sois là une journée par semaine, obligatoirement à chaque semaine. Il faut les gens, fait que c'est pour ça que quand lui il faisait ses sondages, il disait je comprenais pas cet élément-là dans son fond, dans son essentiel, mais là, une fois retraité, il comprend parfaitement. Fait que là, il ajoute, puis ça, je trouve ça c'est une belle façon de voir les choses, et surtout pour les hauts performants sur le plan professionnel qui maintenant vont être moins actifs.
Pour l'instant, j'ai 2 anges perchés sur mes épaules opposées. Un me chuchote à l'oreille. Détendez-vous. L'autre ange me dit, tu ne devrais pas faire quelque chose. Fait que ça, c'est des émotions qu'il vit, qui se fait tirailler par les 2 anges sur ses épaules. Fait que, selon moi, les retraités et les pré-retraités devraient s'inspirer de ces sages paroles. Oui, je comprends ce que tu dis, James, mais j'entends souvent, moi, les retraités dire qu'ils sont hyper occupés et qu'ils n'ont jamais été aussi occupés qu'ils le sont à la retraite. Là. Tout à fait. Le point final que le Dr. Eckert apporte, c'est d'éviter l'identité de, entre guillemets, retraité. Donc, de nombreux clients insistent sur le fait que je suis pas à retraite, ils nous racontent leur vie bien remplie, le refrain commun, comme tu as dit, j'ai jamais été aussi occupé que depuis que je suis retraité. Certains retraités, s'ils peuvent contrôler les événements, prévoient donc une rupture nette avec ce qui s'est passé dans le passé et ils se dirigent vers des nouvelles aventures. Ça n'a pas été le cas, selon ce que le Dr. Eckert a écrit dans l'article. Il dit, et je le cite, « Dans mon cas et connaissant beaucoup l'expérience des autres, j'ai prévu une continuité pour moi-même tout au long de cette transition. Je suis la même personne, j'ai les mêmes intérêts, j'ai les mêmes relations. Ce qui est clair maintenant, c'est qu'émotionnellement, je suis arrivé à un endroit qui est plus loin que je ne l'avais imaginé avant la retraite. Donc, il y a une nouvelle identité. Pas celle de retraité, mais une nouvelle identité dans qui il est. Puis il dit en anglais, « I have arrived only to embark ». Fait que là, il dit, c'est vraiment, il est dans cette nouvelle phase de sa vie, comme l'étude Les 4 piliers a mentionné, c'est ça que les retraités ressentent. Je commence une nouvelle étape, puis on sait, je l'ai mentionné plus tôt dans le podcast, cette étape-là peut être 30 ans et plus, là. Donc, par ses propos, je comprends que pour lui, la retraite n'est pas une destination finale et que c'est réellement une nouvelle étape qui commence et qu'il n'accepte pas d'être étiqueté comme retraité. Vraiment intéressant. Excellent. Ben, merci, James. Je pense que nos auditeurs vont aimer, ou du moins j'espère qu'ils vont aimer les informations que tu as partagées. Puis, ça peut servir aussi pour les retraités, parce qu'on a parlé de pré-retraités, mais ça peut servir pour les retraités et aussi les accumulateurs. Donc, merci encore, James. Ça m'a fait plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 39e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous envoyer vos questions et suggestions. Vous pourrez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. De plus, si vous avez aimé notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Encore une fois, merci de vous être joint à nous aujourd'hui et n'oubliez pas de vous joindre à nous lors de notre prochain épisode dans 2 semaines, alors que nous donnerons la 2e partie de notre guide en vue de la préparation à la retraite. À bientôt!